Bonjour tout le monde, bienvenue dans Lanceur d'Arrête. Merci d'être de retour à l'écoute. Écoutez, après avoir revendiqué, après s'être un peu fâché dans les deux derniers épisodes, on va redescendre l'intensité d'un cran. On va se retourner vers soi parce que vous vous souvenez que dans Lanceur d'Arrête, on se parle aussi de santé mentale, de la santé mentale du militant, de celui qui veut changer le monde, de celui ou celle qui veut changer le monde. Et justement, aujourd'hui, on va se pencher sur un sentiment qui peut nous habiter quand on veut justement changer les choses, un certain découragement qui pourrait nous envahir. Ça pourrait prendre la forme d'un questionnement en se disant mais pourquoi je fais tant d'efforts? Pourquoi je mets autant de ma personne pour essayer de changer le monde alors que l'impression que j'ai, c'est que le monde ne veut pas changer? Alors effectivement, spoiler alerte, on va le voir dans l'épisode, c'est effectivement une impression. Et on va se pencher sur un certain type de personnes qui peuvent justement faire naître en nous ce sentiment, cette impression. Et vous allez voir qu'on va faire appel à quelqu'un qui a vécu très, très, très longtemps avant nous pour comprendre ces personnes-là. Je vais commencer en parlant de moi. Ces derniers temps, avec le podcast, avec mon travail de militant, j'ai été confronté un petit peu plus à des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Ces commentaires-là, bien entendu, ils sont rarement des tentatives de débat. C'est souvent gratuit, c'est souvent cinglant et c'est pas toujours vrai. Bon, vous le savez déjà, j'en ai parlé dans le podcast. L'algorithme, lui, considère que du contenu sur lequel vous allez passer plus de temps, encore plus du contenu sur lequel vous allez répondre, interagir, lui, il va penser que c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, il va vous en servir encore plus. Ajoutez à ça les médias traditionnels, qui clairement sont du côté du patronat, qui clairement servent le système néolibéral, vous pouvez en arriver à avoir une impression globale que le monde ne veut pas changer et que peut-être que ça vaut pas tant la peine de militer. Mais je le répète, vous allez voir, c'est une impression. C'est clair que si vous voulez rendre le monde un peu plus égalitaire, vous allez vous confronter à une certaine résistance. Et les gens qui tirent profit des inégalités, n'ont pas l'intention de vous laisser réveiller vos concitoyens. Donc les riches vont utiliser tous leurs outils, tous leurs valets, à commencer par les médias traditionnels qui leur appartiennent, on s'en souvient, à commencer par les politiciens qui sont leurs valets, qui leur servent. Avec Jean Bou, dernièrement, on a eu un excellent exemple. Et en plus des outils que je viens de vous nommer, ils vont avoir toute une armée de petits valets qui vont envahir les réseaux sociaux et essayer de discréditer tout ce que nous disons. Sur les réseaux sociaux, ceux qui croient à un monde plus juste et plus égalitaire vont se faire insulter, invectiver, menacer par trois types de personnes. La première catégorie, c'est les haters, les haineux. C'est sûr que la prise de pouvoir de certains politiciens populistes qui passent leur journée à insulter et menacer la terre entière, c'est clair que ça a fait des émules et ça a ouvert des portes. Même chose pour la stupidité, la vulgarité, le racisme, toutes ces choses-là. Écoutez, on se cache même plus, c'est une haine qui est décomplexée. En fait, ce qui s'est passé avec la prise de pouvoir de ces leaders populistes, c'est qu'on a déplacé la fenêtre d'Overton jusqu'à en arriver à un point où le discours haineux est considéré par certains comme une opinion comme les autres. La fenêtre d'Overton, c'est un concept de science politique. Si vous voulez, la fenêtre en question, c'est qu'est-ce qui est acceptable d'être dit et d'être véhiculé dans le domaine public. Et en fait, c'est ça, la fenêtre d'Overton, elle ne se déplace pas toute seule. Ce qui s'est passé, c'est que justement, le 1%, avec les stratégies d'ingénierie sociale, ont tranquillement fait glisser ça vers la droite, vers l'extrême droite. Et donc maintenant, la haine est décomplexée. C'est pour ça que de nos jours, les haters sur les réseaux sociaux, en plus, ils sont à visage masqué, donc ça aide, ils ne voient aucun problème à menacer, à insulter des gens sur les réseaux sociaux. La deuxième catégorie des individus qui peuvent miner notre morale sur Internet, ce sont les bots et les faux comptes. Les bots, ce sont des robots qui, grâce à l'intelligence artificielle, vont répondre, vont commenter sur les réseaux sociaux en servant une idée dominante qui est souvent celle du 1%. Et puis les faux comptes, c'est un peu la même chose, sauf qu'il y a des vrais individus en arrière qui, sous une fausse identité, vont venir commenter, vont venir insulter parfois ou essayer de contredire. Souvent, les faux comptes, ils font de la désinformation. Donc, eux, je ne suis pas certain qu'on peut les considérer comme des vraies personnes. Et donc, on va attirer notre attention sur la troisième catégorie que j'ai tendance à appeler les victimes consentantes. Les victimes consentantes, ce sont des gens qui servent le système bénévolement parce qu'ils sont convaincus que leur opinion
elle émane du bon sens, alors qu'en fait, cette opinion, elle a été forgée par l'ingénierie sociale, par les médias. Et je vous avoue que personnellement, ces critiques gratuites et qui sont souvent fausses, qui viennent de ces gens-là, moi, me perturbent un petit peu plus parce que ce sont des gens de la classe moyenne, voire de la classe ouvrière, qui vont tenir des discours pour défendre les gens qui, justement, les oppriment. Et c'est vrai que quand on voit que les victimes de ce système, qui sont les gens qu'on veut aider dans notre engagement militant, sont au service des puissants, c'est vrai que ça peut donner un sentiment de flou et un sentiment de découragement. Puis j'ai parlé d'ingénierie sociale, mais ça va plus loin que ça. C'est sûr que dire la vérité, ça dérange. Remettre en question le système actuel, ça peut créer des réactions épidermiques. Tu sais, c'est confrontant de penser qu'on a peut-être passé sa vie ou qu'on est en train de passer sa vie à s'échiner dans un job qu'on n'aime pas tant que ça, pour un patron qui va beaucoup plus s'enrichir et qu'en fait, ça ne donnera rien de plus. Plusieurs des trolls sur Internet sont en fait des victimes du système néolibéral. Mais comment est-ce qu'ils pourraient concevoir que le système, justement, auquel ils ont donné tant d'heures, auquel ils ont donné tant de sueur, c'est en fait la plus vaste arnaque de l'histoire de l'humanité. Et la puissance des médias sociaux a décuplé la notion d'asservissement volontaire est une notion qui ne date pas d'hier. Vers 1548, il y a un auteur français qui s'appelle Étienne de la Boétie qui a écrit un petit livre très important qui s'appelle Le discours de la servitude volontaire. La thèse principale de ce livre, ça part d'un questionnement qui est comment se fait-il qu'une seule personne puisse, dans certaines sociétés, asservir des milliers et des millions de personnes alors qu'elle est seule contre tous. Et en fait, il avait déjà spoilé son concept dans le titre, c'est qu'en fait, ça n'est possible que si les gens acceptent volontairement d'être au service du puissant. Et penser que des gens donnent l'autorité, la responsabilité, la souveraineté à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, et tout ça volontairement, ça peut paraître absurde. Mais bien sûr, Étienne de la Boétie, il va développer, et vous allez voir que ce petit livre est écrit en 1548, il aurait pu être écrit hier matin. Selon Étienne de la Boétie, comment il fait le tyran pour prendre le contrôle et prendre le dessus sur toute la population? Déjà, il n'est pas tout seul. Il a des lieutenants, il a des sbires, il a ce qu'on appellerait de nos jours des petits chefs. Dans le fond, ces petits chefs-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'en échange de pouvoir, de biens matériels, ils asservissent les gens en dessous d'eux. Ça devient un espèce de système pyramidal. Donc, en fait, à chaque étage de la pyramide, on retrouve quelqu'un qui consent à laisser aller sa liberté, sa souveraineté, en échange d'un pouvoir qu'ils vont avoir sur d'autres personnes. Voilà ce qu'il nous dit. Tels sont ces archers, ces gardes, ces hallebardiers. Non que ceux-ci ne souffrent souvent eux-mêmes de son oppression, mais ces misérables, maudits de Dieu et des hommes, se contentent d'endurer le mal pour en faire non à celui qui leur en fait, mais bien à ceux qui, comme eux, l'endurent et n'y peuvent rien. Et toutefois, quand je pense à ces gens-là, qui flattent bassement le tyran pour exploiter en même temps et sa tyrannie et la servitude du peuple, je suis presque aussi surpris de leur stupidité que de leur méchanceté. Mais, la Boétie, tu connais ces jambous? On a quand même un bon exemple de ce que font les politiciens sur nous. Et c'est intéressant aussi parce que la Boétie nous décrit que ces gens-là, justement, qui sont au service du tyran pour en tirer certaines faveurs, renoncent aussi à une certaine humanité. Ils renoncent à l'amour, ils renoncent à l'amitié. Parce que tous les rapports sociaux se font sur la base de la menace et de la peur. Voilà ce qu'il nous dit à propos justement des petits chefs. Mais les favoris d'un tyran ne peuvent jamais se garantir de son oppression parce qu'ils lui ont eux-mêmes appris qu'il peut tout, qu'il n'y a ni droit ni devoir qui l'oblige, qu'il est habitué de n'avoir pour raison que sa volonté, qu'il n'a point d'égal et qu'il est maître de tous. N'est-il pas extrêmement déplorable que malgré tant d'exemples éclatants et un danger si réel, personne ne veuille profiter de ces tristes expériences et que tant de gens s'approchent encore si volontiers du tyran? Donc il y a cet aspect-là des petits chefs, mais il y a aussi tous ceux en bas de la pyramide qui le font sans nécessairement en tirer un gros avantage. Et la Boétie nous explique donc que l'homme a en lui une préférence pour la servitude volontaire. Pourquoi? Parce que ça lui permet de se déresponsabiliser. Parce que si on met notre liberté, notre souveraineté en les mains de quelqu'un, on est responsable de rien. Et ça, on le voit beaucoup dans la société. Ah, c'est la faute des politiciens. Ah, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Oui, mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour changer les choses? Et évidemment, tout ça ne se fait quand même pas tout seul. Les gens ont une préférence, mais il faut quand même les inciter à le faire. Et la Boétie explique que le tyran utilise beaucoup d'artifices.
Je vous dirais que le premier qui vient à l'esprit, puis vous allez voir, c'est une expression qu'on entend souvent, c'est celle qu'on pourrait nommer comme du pain et des jeux. Donc pourquoi les gens mettent leur liberté et leur responsabilité dans les mains du tyran? C'est que le tyran leur promet qu'ils manqueront jamais de rien, qu'ils manqueront jamais de nourriture. Vous savez, il y a quelqu'un qui a déjà dit ce qui sépare un homme de la barbarie, c'est 9 repas. Et donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si tu sais que tu vas pas être capable de nourrir ta famille pendant 3 jours, peut-être que tu pourrais devenir agressif et violent. Donc le tyran, il sait, et il s'assure qu'il va promettre aux gens que vous allez avoir de quoi manger. Bien entendu, de nos jours, c'est pas uniquement la nourriture. C'est un certain confort, c'est un certain style de vie. En échange du métro, boulot, dodo, en échange de ta sueur et ton sang, tu vas avoir une maison confortable, une belle voiture, tu vas pouvoir partir dans le sud quelques hivers, tu vas avoir un bon fonds de pension. Donc le pain, là, c'est à ce niveau-là. D'ailleurs, attention, messieurs les tyrans, c'est que ce modèle-là du pain, justement, il est en train de craquer. Pourquoi? Parce que même les gens qui se soumettent et qui servent le système commencent à manquer de ce confort matériel. C'est pas rare, vous le savez, qu'une famille dans laquelle les deux parents travaillent ont de la misère à boucler les fins de mois et à mettre du pain sur la table. Donc, il va falloir d'autres artifices pour que ça fonctionne. Et l'autre artifice qui va avec le pain, c'est les jeux. Les jeux, c'est quoi? C'est le divertissement. L'expression mettre son cerveau à off. Regarder des conneries à la télé, qui nous sont proposées par le système. Scroller sur les réseaux sociaux, qui sont contrôlés par le système. Ça permet au maître, au tyran, au 1%, de toujours diriger notre attention vers autre chose que ce qu'ils nous font subir. Ils vont nous laisser dans l'ignorance de notre propre servitude. Vous savez, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit « Ah, parle-moi pas de politique, parle-moi pas de ce qui se passe, moi je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est vivre mon petit bonheur à tous les jours. Je veux pas me poser de questions. » Puis attention, là, je ne juge pas cette personne parce que on préserve notre santé mentale comme on peut. Mais c'est sûr que cette attitude, moi, me fait penser au personnage de Cypher dans le film de Matrix. Cypher, vous savez, c'est le personnage qui est incarné par Joe Pantoliano. C'est celui qui va trahir ses amis en échange d'être réintégré dans la matrice. Et vous vous souvenez sûrement, si vous avez vu le film, de cette scène où il est en train de... Il mange dans un restaurant avec l'agent Smith et il lui dit ceci. You know, I know this steak doesn't exist. I know that when I put it in my mouth, the matrix is telling my brain that it is juicy and delicious. After 9 years, you know what I realize? Ignorance is bliss. Si je vous traduis, en gros, ce qu'il dit, c'est « Je sais que ce steak n'existe pas. Je sais que quand je le mets dans ma bouche, c'est la matrice qui me dit qu'il est juteux et délicieux. Et vous savez ce que j'ai réalisé après 9 ans. L'ignorance, c'est le bonheur. » Donc, ça nous ramène à ce que la Boétie nous disait, c'est que un des mécanismes importants qui font en sorte qu'on sert le maître, c'est que servir le maître, ça rend irresponsable. Et un peu comme je l'ai dit tantôt, être irresponsable, c'est confortable. Quel que soit le niveau dans lequel on est dans la pyramide, c'est jamais notre faute. C'est toujours la faute de celui au-dessus. Donc on chiale, on se plaint, on bouge pas, parce que bouger et prendre position, ça implique de prendre la responsabilité sur nos vies. Et la Boétie nous dit, la liberté, elle, est moins souhaitable pour les couards, parce que la liberté rend responsable. À un moment donné, dans le livre, la Boétie fait une comparaison entre l'homme et certains chevaux. Et en fait, ce qu'il constate, c'est que l'homme se bat moins pour sa liberté que certains chevaux auxquels on essaye de mettre le mors aux dents et qui vont faire énormément d'efforts pour ne pas se laisser faire. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que c'est plus facile de faire accepter la servitude à quelqu'un qui n'a jamais connu la liberté, qui a toujours connu justement cette pyramide de pouvoir. En fait, ce qu'il dit, c'est que les hommes sont habitués à être sous le joug. Et comme ils sont habitués à être sous le joug, eh bien, ils s'y sentent bien et ils essayent d'y trouver leur bonheur, leur plaisir. Donc, on a le pain, les jeux qui font en sorte que tu sors pas de la cage, et on a le fait d'avoir toujours été là qui fait en sorte qu'on s'y sent bien. Il ajoute la Boétie. On ne regrette jamais ce qu'on n'a jamais eu. Le chagrin ne vient qu'après le plaisir et toujours, à la connaissance du bien, se joint le souvenir de quelques joies passées. Il est dans la nature de l'homme d'être libre et de pouvoir l'être, mais il prend très facilement un autre pli lorsque l'éducation le lui donne. La première raison de la servitude volontaire, c'est l'habitude. Alors, je ne m'étendrai pas sur le système d'éducation, vous savez que c'est de là que je proviens. Je peux quand même vous dire que l'école
de nos jours, est de moins en moins un lieu d'émancipation, mais bien un lieu dans lequel on apprend les codes de la servitude et on apprend à s'asseoir et à fermer sa gueule. Donc, on est habitué à ce système depuis notre plus jeune âge, on est confortable dedans, et donc c'est sûr que les gens qui vont contester ça vont être perçus comme des gens marginaux, vont être perçus comme des gens desquels il faut se méfier. D'ailleurs, je me suis toujours posé la question si quelque part les trolls des réseaux sociaux, c'était pas des gens qui aimeraient justement prendre les positions que les militants adoptent, mais qui n'osent pas parce qu'ils sont trop bien dans leur servitude, dans leur petit confort. Donc le système pyramidal fait en sorte que on est tenu par la peur. La peur fait en sorte qu'on n'agit pas contre le tyran. Puis la Boétie, lui, ce qu'il nous dit, c'est hey, attention, là, regardez le tyran, là, c'est un homme comme vous, puis moi, il a une tête, deux bras, deux jambes, etc. Donc en fait, il déshabille le roi d'une certaine façon. Il le rend humain comme nous tous. En fait, il nous fait réaliser que c'est des artifices qui font en sorte qu'on le voit comme puissant. Il n'est pas puissant plus que vous et moi. Et donc, quand on regarde la société actuelle avec le regard de la Boétie, ben, on se rend compte que les tyrans ont de beaux jours devant eux parce que, dans le fond, ils ont besoin de saupoudrer d'un peu de paillettes la société actuelle pour que les gens achètent et gobent tout ce qu'ils disent. Combien de gens on voit qui servent le système donc bénévolement? Moi, je me rappelle de quelqu'un, je pense que c'était une madame de mon quartier, je me souviens plus trop l'histoire, mais en gros, c'était quelqu'un qui était en arrêt de travail pour des raisons de santé mentale, je pense. En fait, cette personne-là, elle était allée travailler dans l'entreprise de son frère pour lui rendre service. Je pense que c'était un commerce, elle devait être au comptoir, ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, c'était pas nécessairement pour travailler, gagner de l'argent, mais c'était plus pour se changer les idées puis voir d'autres choses. Ben, il y avait quelqu'un de son entreprise qui l'avait vu à la caisse du magasin et qui était allé dénoncer au patron. Ah, oui, oui, regardez, elle travaille pendant qu'elle est en arrêt de travail. Et puis cette personne-là avait eu de grosses conséquences à son emploi. Et je me souviens quand j'avais eu vent de cette anecdote-là, je m'étais dit, voilà, les tyrans, ils ont de beaux jours devant eux. Les gens sont tellement formatés qu'il n'y a même plus besoin d'artifice. Il n'y a, aucun avantage à la personne d'avoir dénoncé cette dame-là. Et pourtant, ben, la personne l'a fait. Donc, on est vraiment drillé, comme on dit. On est vraiment conditionné à servir. Et si je veux conclure, je reviendrai sur le début du livre. Vous vous souvenez la question qu'il pose? Pourquoi un homme seul peut dominer une population entière? Et là-bas ici, il a des mots très forts. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est que le tyran est plus grand parce que nous, on est à genoux. Voilà ce qu'il dit. Vous vous affaiblissez afin qu'il soit plus fort, qu'il vous tienne plus rudement la bride plus courte, et de tant d'indignité que les bêtes elles-mêmes ne supporteraient pas, si elles les sentaient, vous pourriez vous délivrer si vous essayiez. Même pas de vous délivrer, seulement de le vouloir. Soyez résolu à ne plus servir, et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser ni de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et rompre. Donc pour être libre, on n'a même pas besoin de se battre, on a juste besoin de cesser d'obéir. Donc en 1548, la Boétie met déjà les bases de ce qu'on va appeler plus tard la désobéissance civile, dont les apôtres sont Martin Luther King, Rosa Parks, etc. Mais ça, je pense que ça va être pour un autre épisode parce que c'est un concept hyper intéressant. Mais en même temps, en tant que militant, cette phrase, c'est une clé. Soyez résolu à ne plus servir et vous voilà libre. Donc pour revenir à la question que je posais au début de l'épisode, pourquoi je fais tout ça? Pourquoi j'essaie de changer le monde même si j'ai l'impression qu'il ne veut pas? Ben parce qu'en essayant, je deviens libre. C'est pas rien quand même. C'est fort, là. Et donc la clé, c'est de garder cette détermination à ne plus servir pour être libre. Comment faire pour pas être déconcentré de cet objectif-là? Ben déjà, peut-être délaisser un peu les réseaux sociaux. Quand tu es militant et que tu es un peu découragé, la clé aussi, c'est d'aller voir des vraies personnes en vrai, des vrais militants, militantes. Le contact humain, c'est ça qui va être la clé de tout. Vous savez, quand un être humain est avec quelqu'un et qui sent qu'il est compris, qui sent qu'il est accueilli, aimé comme il est, ben, il va sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Et cette hormone-là, ben, elle contribue au bien-être. Moi, j'ai un groupe de militants auquel j'appartiens, et à chaque fois que j'ai des rencontres avec eux, qu'on a une assemblée générale, quelque chose comme ça me craint, comme on dit en québécois. Ça me redonne du courage, ça me redonne de l'espoir, et ça fait du bien. Parce que je vois que je ne suis pas tout seul à penser ça, je ne suis pas tout seul à vouloir changer le monde, et donc je sécrète un maximum d'ocytocine, puis je me rends compte qu'on est plusieurs à être résolus à ne pas être à genoux. Puis je vous dirais aussi que le contact humain aussi peut nous aider d'une autre façon. On est tous militants, puis vous savez, quand je dis militants, je ne parle pas juste des militants syndicaux ou politiques. Quand on veut changer le monde, c'est qu'on a quelque chose d'un peu plus humain que les autres peut-être.
Et le contact humain, il peut aussi être dans le fait de prendre conscience dans certaines choses qu'on fait tous les jours, qu'on a fait du bien à des gens. Il n'y a pas très longtemps, j'ai contribué à une journée dans laquelle, dans le fond, moi, ce que je faisais, c'est aider des personnes immigrantes à s'inscrire à des cours de français parce que, vous le savez sûrement, les cours de français, c'est indispensable d'avoir un certain niveau de français pour pouvoir obtenir la résidence permanente. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'étais avec des personnes, je les aidais à remplir les formulaires sur le web et on les inscrivait au cours de français. Rien d'extraordinaire, j'ai pas lancé de cocktail Molotov, j'ai pas fait la révolution. Mais si vous saviez le sentiment de bien-être que j'ai eu sur le chemin du retour en me disant qu'aujourd'hui, j'avais servi le camp du bien avec quelque chose de banal, inscrire des gens à des cours, ben, c'est important de prendre la mesure de ce qu'on fait, la mesure de l'impact qu'on peut avoir sur les gens par de petites choses. Et ça, ben, ça se fait que dans la réalité. Ça ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Donc, je m'adresse à toi, le militant, la militante. Si tu es découragé, reviens à l'être humain. Tu vas voir, tu fais sûrement une différence plus grande que ce que tu crois autour de toi. Le monde, on le change une personne à la fois. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Lanceur d'arrêt, c'est un rendez-vous. Abonnez-vous.